Espace, frontière de l'infini. Cette phrase d'introduction, issue d'une célèbre série de science-fiction des années 60, est toujours d'actualité aujourd'hui. De nos jours, l'espace est encore une frontière de l'infini. Malgré tout, depuis plus d'un siècle, de nombreuses personnes sérieuses se sont penchées sur cette question, cherchant à repousser les limites de ce que la physique autorise. Construire un vaisseau spatial, voyager vers les étoiles. Des idées ont vu le jour, des projets existent, des équations ont été posées. Nous les avons décortiquées pour vous. Mais la vraie question n'est pas « avons-nous les bons moteurs ?» La vraie question est bien plus profonde. Les lois de l'univers nous autorisent-elles seulement à voyager vers les étoiles ? Chaque semaine, l'horizon scientifique tente de réduire la distance entre science et science-fiction. Abonnez-vous. Contentons-nous d'abord d'une première destination modeste. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. Elle est à environ 4,24 années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. La lumière se déplace à environ 299 792 km par seconde. En une année, elle parcourt près de 9 460 milliards de kilomètres. Donc, 4,24 années-lumière, cela représente environ 40 000 milliards de kilomètres. Pour comparer, considérons l'objet humain le plus rapide jamais lancé dans l'espace. La sonde Voyager 1. Elle se déplace à environ 17 km par seconde. À cette vitesse, atteindre Proxima du Centaure demanderait plus de 70 000 ans. Plus longtemps que toute l'histoire de la civilisation humaine. Les étoiles semblent proches dans le ciel. Mais dans l'espace réel, elles sont séparées par des distances presque inconcevables. Serons-nous un jour capables de les atteindre ? Depuis plus de 60 ans, scientifiques et ingénieurs cherchent à répondre à cette question. Tous les vaisseaux spatiaux construits par l'humanité, passés et présents, reposent sur le même principe. La propulsion par réaction. Une fusée fonctionne en expulsant de la matière à grande vitesse vers l'arrière. Cette éjection produit une force opposée qui propulse le vaisseau vers l'avant. C'est la troisième loi de Newton. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. Mais les fusées se heurtent à une limite fondamentale. Une limite formulée en 1903 par le pionnier de l'astronautique Konstantin Tsiolkovsky. Son équation relie la vitesse finale d'une fusée à la masse de carburant qu'elle emporte. Et sa conséquence est redoutable. Plus on veut aller vite, plus il faut de carburant. Plus on embarque de carburant, plus la fusée est lourde. Plus la fusée est lourde, plus il faut encore de carburant. Le carburant nécessaire augmente de manière exponentielle. C'est ce que les ingénieurs appellent la tyrannie de l'équation de la fusée. Avec des fusées chimiques classiques, atteindre les étoiles est pratiquement impossible. Il a donc fallu imaginer autre chose. Un réacteur nucléaire peut chauffer un gaz à des températures bien supérieures à celles de la combustion chimique. Ce gaz est ensuite expulsé à grande vitesse par une tuyère. Les performances peuvent être environ 2 fois supérieures à celles des fusées chimiques. Mais certains ingénieurs ont imaginé une idée encore plus spectaculaire. Ils l'ont appelé le projet Orion. Le principe, propulser un vaisseau grâce à une série d'explosions nucléaires contrôlées. Des charges nucléaires seraient déclenchées derrière le vaisseau. Chaque explosion pousserait une immense plaque métallique située à l'arrière. Sur le papier, un tel système pourrait atteindre environ 10% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, atteindre une étoile voisine deviendrait envisageable en quelques décennies. Mais ce projet n'a jamais été réalisé. Non pour des raisons techniques, mais pour des raisons politiques et environnementales. Le problème du carburant restait entier. Certains physiciens ont alors proposé une idée radicalement différente. Et si un vaisseau n'emportait pas son carburant, mais le récoltait directement dans l'espace ? En 1960,
le physicien Robert W. Bussard propose un concept appelé le ramjet interstellaire. Même dans l'espace interstellaire, il existe un gaz extrêmement ténu composé principalement d'hydrogène. En moyenne, environ un atome par centimètre cube. Un vaisseau pourrait déployer un gigantesque champ magnétique agissant comme un entonnoir. Ce champ capterait les protons du milieu interstellaire et les canaliserait vers un réacteur de fusion. La fusion de l'hydrogène libérerait de l'énergie et produirait un plasma éjecté à l'arrière du vaisseau. En théorie, un tel vaisseau pourrait accélérer de plus en plus, pendant des années, et atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Mais ce concept se heurte à un problème majeur. La densité du gaz interstellaire est si faible que même avec un collecteur gigantesque, la quantité de carburant récolté pourrait être insuffisante pour maintenir la fusion. Il existe cependant un autre type de carburant dans l'univers. Un carburant qui ne pèse rien. La lumière elle-même peut servir de propulsion. Les photons possèdent une quantité de mouvement. Lorsqu'ils frappent une surface, ils exercent une pression. Cette pression est extrêmement faible, mais dans le vide de l'espace, elle peut produire une accélération continue. C'est le principe des voiles solaires. Une immense voile réfléchissante, poussée par la lumière du soleil. Certains projets proposent d'aller beaucoup plus loin. Utiliser des lasers extrêmement puissants pour accélérer de minuscules sondes. C'est l'idée du projet Breakthrough Starshot. De petites sondes pourraient être accélérées jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, atteindre Proxima du Centaure prendrait environ 20 ans. C'est une durée humaine, une durée envisageable. Mais un problème surgit immédiatement. Supposons qu'un vaisseau parvienne à atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Il se déplacerait à près de 60 000 km par seconde. Atteindre une étoile voisine en quelques décennies deviendrait alors envisageable. Mais une fois arrivé, comment s'arrêter ? Dans l'espace, il n'y a ni air ni friction. Un objet en mouvement reste en mouvement et continue indéfiniment tant qu'aucune force ne vient modifier sa trajectoire. Pour ralentir, un vaisseau doit utiliser exactement le même principe que pour accélérer. Il doit éjecter de la matière dans la direction opposée à son mouvement. Autrement dit, il faut emporter suffisamment de carburant pour freiner aussi longtemps qu'on a accéléré. Mais dans la plupart des scénarios, cela signifie que la moitié du carburant sert à accélérer et l'autre moitié à ralentir. Ce simple détail multiplie les besoins énergétiques par 2. Sans système de freinage efficace, une sonde traverserait un système stellaire entier, sans pouvoir s'y arrêter. Une solution inattendue a été imaginée pour résoudre ce problème. Utiliser le milieu interstellaire lui-même pour ralentir le vaisseau. Le principe reprend l'idée de Bussard, mais à l'envers. Même si l'espace semble vide, il contient un gaz ténu d'hydrogène ionisé. Un vaisseau pourrait déployer un immense champ magnétique. Ce champ interagirait avec les particules chargées rencontrées en chemin. Le vaisseau agirait comme une sorte de parachute magnétique. Ce concept est appelé voile magnétique ou magnetic sail. À proximité d'une étoile, cette voile pourrait également interagir avec le vent stellaire, ralentissant ainsi le vaisseau sans consommer de carburant supplémentaire. Mais avant de chercher à freiner, il faut d'abord être capable de partir. Et là, une nouvelle question se pose. Peut-être que le problème n'est pas la vitesse du vaisseau, mais simplement la durée du voyage. Même à 1% de la vitesse de la lumière, atteindre Proxima du Centaure prendrait plus de 400 ans. Pour un individu, c'est impossible. Mais pour une civilisation entière, peut-être pas. C'est l'idée du vaisseau générationnel. Un immense vaisseau spatial capable d'abriter une population humaine pendant plusieurs siècles. Les premiers passagers lanceraient le voyage. Mais ils ne verraient jamais la destination. Leurs enfants, leurs petits-enfants, peut-être leurs arrière-petits-enfants, achèveraient la traversée,
plusieurs générations naîtraient, vivraient et mourraient entièrement à bord. Un tel vaisseau devrait fonctionner comme un écosystème fermé. L'air recyclé, l'eau recyclée, la nourriture produite à bord, les déchets transformés et réutilisés. Le vaisseau deviendrait une véritable biosphère artificielle. Mais le problème ne serait pas seulement technologique, il serait aussi social et culturel. Comment maintenir une société stable pendant plusieurs générations dans un espace clos ? Comment transmettre l'objectif du voyage à des personnes nées dans un vaisseau et qui n'ont jamais connu autre chose ? Pour elles, le vaisseau serait leur seul monde. La Terre, une abstraction, une légende peut-être. C'est pourquoi chercher à réduire la durée du voyage semble plus raisonnable que de l'accepter. Une autre piste consiste à ne pas modifier le vaisseau, mais les passagers eux-mêmes. Si un voyage dure des décennies ou des siècles, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de rester réveillé pendant tout ce temps. C'est l'idée de la stase, parfois appelée hibernation artificielle. Le principe, placer les astronautes dans un état de sommeil profond. Le métabolisme serait fortement ralenti, les fonctions biologiques maintenues au minimum. Dans cet état, les passagers pourraient théoriquement rester endormis pendant des années, voire des décennies. À leur réveil, le voyage serait terminé. Pour eux, la traversée n'aurait duré que quelques heures. Des mammifères, comme les ours ou les marmottes, possèdent déjà des capacités similaires. Leur température corporelle diminue, leur métabolisme ralentit, leurs besoins énergétiques deviennent très faibles. Des chercheurs étudient actuellement la possibilité d'induire des états similaires chez les humains. Des expériences médicales ont déjà montré qu'un ralentissement contrôlé du métabolisme pouvait protéger certains organes lors d'opérations chirurgicales. Mais maintenir un être humain dans cet état pendant des années reste aujourd'hui hors de portée. Et surtout, même si la stase devenait possible, elle ne résoudrait pas le problème fondamental. Le vaisseau devrait toujours parcourir la même distance, à la même vitesse. La stase ne réduit pas la durée du voyage, elle réduit seulement la durée vécue par les passagers. Mais il existe une situation dans laquelle le temps lui-même pourrait réellement ralentir, pas seulement dans la perception des passagers, physiquement. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la relativité restreinte d'Einstein a une conséquence directe sur le temps. Plus un objet se déplace vite, plus le temps ralentit pour lui. C'est la dilatation du temps. À des vitesses proches de celles de la lumière, cet effet devient spectaculaire. Imaginons un vaisseau capable de voyager à 99% de la vitesse de la lumière. Pour les observateurs restés sur Terre, un voyage vers une étoile distante de 10 années-lumière durerait un peu plus de 10 ans. Mais pour les astronautes à bord, le temps s'écoulerait plus lentement. Pour eux, le voyage ne durerait qu'un peu plus d'1 an. À 99,99% de la vitesse de la lumière, cet effet serait encore plus extrême. Il deviendrait théoriquement possible de traverser des milliers d'années-lumière en une seule vie humaine, du point de vue des passagers. C'est là que quelque chose d'extraordinaire et de vertigineux apparaît, car il y a un prix à payer. Lorsque les astronautes arriveraient à destination, ils n'auraient vieilli que de quelques années. Mais sur Terre, des décennies se seraient écoulées, des siècles peut-être, ou des millénaires. Les proches laissés derrière seraient morts depuis longtemps. Les institutions qu'ils connaissaient auraient disparu. La langue qu'ils parlèrent serait peut-être oubliée. L'humanité elle-même aurait peut-être radicalement changé. L'astronaute reviendrait dans un monde qui n'est plus le sien. Si l'humanité existe encore, la dilatation du temps n'est pas seulement un phénomène physique, c'est une rupture définitive avec tout ce qu'on a connu. La relativité ne modifie pas seulement le temps, elle modifie aussi l'espace. Lorsqu'un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, les distances mesurées dans la direction du mouvement deviennent plus courtes. C'est la contraction des longueurs. Pour un observateur resté sur Terre, la distance jusqu'à une étoile reste la même.
Mais pour les passagers d'un vaisseau relativiste, cette distance semble diminuer. Plus la vitesse approche celle de la lumière, plus cette contraction devient importante. Autrement dit, pour l'astronaute, la destination semble littéralement se rapprocher. Le vaisseau ne se contente pas d'aller plus vite. Du point de vue des passagers, l'univers lui-même devient plus petit dans la direction du voyage. Ces deux effets, dilatation du temps et contraction des longueurs, sont les deux faces d'une même réalité physique. Ils ne sont pas des illusions, ils ne sont pas des effets de perspective. Ils sont réels, mesurables et vérifiés expérimentalement. Mais voyager à des vitesses proches de celles de la lumière comporte des dangers considérables. Même dans l'espace interstellaire, il existe des atomes et des grains de poussière. Leur densité est extrêmement faible, mais à très grande vitesse, l'énergie des collisions devient gigantesque. Un simple grain de poussière frappant un vaisseau relativiste pourrait libérer l'énergie d'une petite explosion. De plus, les particules rencontrées à grande vitesse produiraient un intense rayonnement. À mesure que la vitesse augmente, l'espace interstellaire deviendrait presque comme un vent de particules à haute énergie. Un vaisseau interstellaire devrait posséder un blindage extrêmement robuste pour survivre à ce bombardement constant. Plus un vaisseau accélère, plus l'énergie nécessaire augmente. Dans la physique classique, l'énergie cinétique dépend simplement de la masse et du carré de la vitesse. Mais à des vitesses proches de celles de la lumière, la relativité modifie complètement cette relation. L'énergie augmente bien plus rapidement que ne le prévoit la mécanique classique. Prenons un exemple concret. Un vaisseau de 1000 tonnes, voyageant à seulement 10% de la vitesse de la lumière, posséderait déjà une énergie comparable à celle libérée par des millions de bombes nucléaires. Et ce n'est qu'à 10%. À mesure que la vitesse approche celle de la lumière, l'énergie nécessaire pour continuer à accélérer augmente de manière vertigineuse. Et à la vitesse de la lumière elle-même, l'énergie nécessaire deviendrait infinie. C'est pour cette raison qu'aucun objet possédant une masse ne peut atteindre cette vitesse. Comme nous l'avons établi dans l'épisode précédent, la vitesse de la lumière n'est pas simplement une vitesse élevée, c'est une limite fondamentale de l'univers. Une frontière inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Face à cette limite, certains physiciens ont envisagé une idée radicale. Plutôt qu'accélérer un vaisseau dans l'espace, modifier l'espace lui-même. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre propose une solution mathématique dans le cadre de la relativité générale. Dans ce modèle, l'espace-temps pourrait être contracté devant un vaisseau et étiré derrière lui. Le vaisseau resterait immobile à l'intérieur d'une bulle d'espace-temps. Mais cette bulle se déplacerait à travers l'univers. Vu de l'extérieur, le vaisseau pourrait parcourir d'immenses distances en très peu de temps, sans jamais dépasser localement la vitesse de la lumière. C'est exactement ce lien qui nous ramène à l'épisode précédent. L'expansion de l'univers fait déjà quelque chose de similaire. L'espace lui-même s'étire sans que les galaxies ne brisent localement la limite de la lumière. Le moteur d'Alcubierre applique cette même logique à un vaisseau. Mais ce concept se heurte à un problème majeur. Il nécessiterait une forme d'énergie que les physiciens appellent énergie négative. Une forme d'énergie qui, pour l'instant, n'existe que dans les équations. Depuis plus d'un siècle, scientifiques et ingénieurs imaginent des moyens de voyager entre les étoiles. Fusées nucléaires, voiles poussées par la lumière, vaisseaux collectant leur carburant dans l'espace, civilisations entières traversant les siècles, hibernation artificielle, distorsion de l'espace-temps. Mais toutes ces idées se heurtent à la même réalité, les lois fondamentales de la physique. Au début de cet épisode, la question semblait simple. Pourquoi ne construisons-nous pas de meilleurs moteurs ? Mais la vraie réponse est bien plus profonde. Le problème n'est pas technologique, il est physique. La vitesse de la lumière n'est pas simplement une vitesse élevée.
c'est une frontière fondamentale de l'univers. Une limite que rien de massif ne peut franchir. Pour voyager réellement entre les étoiles, il ne suffira peut-être pas de construire de meilleurs moteurs. Il faudra peut-être comprendre comment manipuler l'espace-temps lui-même. Car la relativité générale autorise l'existence théorique de raccourcis dans la structure de l'univers. Des passages qui connecteraient deux régions de l'espace-temps séparées par des distances immenses. Les physiciens les appellent les trous de verre. Ces passages peuvent-ils réellement exister ? Sont-ils stables ? Traversables ? Accessibles ? La réponse dans de futurs épisodes. Abonnez-vous.